Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 3 avril 2020 et la séance de la veille, la séance du jeudi 2 avril 2020 a été extrêmement mouvementée et pour cause. Donc ce flux d'actualité concernant les pétroles, notamment par le biais de Donald Trump et par un tweet de Donald Trump qui a tenté d'annoncer une réduction de la production de l'Arabie Saoudite et de la Russie à hauteur de 10 millions de barils par jour. Alors nous allons, avant cela, nous allons faire un point bien entendu sur la situation pétrolière parce que comme anticipé depuis plusieurs semaines, c'est le marché pétrolier qui est la clé bien entendu des événements actuels. Alors on va commencer donc par une revue de l'actualité économique et financière, déjà par la clôture de la veille avec des indices américains qui ont clôturé en hausse, et cela bien entendu grâce au tweet de Donald Trump concernant la réduction de la production de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Le S&P 500 qui clôture en hausse de 2,28%, le Dow Jones qui gagne 2,24% et le Nasdaq 1,72%. Donc visiblement Donald Trump qui s'attend à une réduction de la production de ces deux pays à hauteur de 10 millions de barils par jour, voire même 15 millions de barils par jour. C'est ce qu'il a ajouté par la suite. Le pétrole a gagné près de 40% à un moment donné, on le voit ici, on le voit que ce soit pour le Brent avec cette mèche, on le voit sur le WTI qui est passé des 21,80 pour aller chercher un point haut aux alentours des 27,32 et le Brent qui a décollé de son bas de nuage à 25,96 pour aller chercher un point haut aux alentours des 36 $. Donc un mouvement non considérable sur les pétroles qui a entraîné les indices à la hausse parce que cela a entraîné les supermajors par exemple à la hausse. Toutes les sociétés impliquées dans le secteur pétrolier ont bondi suite à cette nouvelle. En Asie-Pacifique à présent, le sentiment est quelque peu mitigé. Le Nikkei a chuté de 0,7%. En Australie, le S&P ASX 200 a perdu 1,7%. Le Kospi coréen a cédé 0,8%. Les indices chinois se sont négociés également à la baisse. Et les futurs DAX annonçaient une ouverture en gap baissier lors de la session européenne. Le nombre de cas de coronavirus. On va parler du coronavirus. Nous avons passé la barre des 1 million. L'Italie, l'Espagne et les États-Unis représentent plus de 45% du nombre total de cas. Le nombre total de décès s'élève à 53 218. Plus de 200 000 patients se sont déjà rétablis. On ne s'attarde pas sur ces chiffres. Je pense que vous êtes déjà servis à la télévision. Le PMI des services chinois market pour le mois de mars est passé de 26,5 à 43 points. L'indice composite des prix à la consommation pour le mois de mars est passé de 46,7 points à 46,7 points, pardon. À noter que Donald Trump a été testé une fois de plus concernant le coronavirus. Le test s'est avéré négatif. Et Mnuchin a déclaré que les premiers paiements de soutien seront effectués dans les 2 semaines à venir. Et S&P qui a confirmé la note AA+ des États-Unis avec une perspective stable. Et Apple qui garderait tous les magasins, qui devrait garder ses magasins fermés aux États-Unis jusqu'au mois de mai. On a pris connaissance également dans la nuit des ventes au détail en Australie, des ventes au détail qui ont augmenté de 0,5%. On va s'intéresser à présent au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, il y a un chiffre important, c'est le premier vendredi du mois d'avril, pardon. Et comme d'habitude, nous prendrons connaissance des non-farm payroll, du chiffre de l'emploi non agricole aux États-Unis. À noter que les NFP pourraient diminuer de 10 millions en avril. L'enquête sur l'emploi du mois de mars ne couvre pas les 2 dernières semaines au cours desquelles les premiers chômeurs ont augmenté de 9,96 millions de dollars. Premiers chômeurs suite à la crise du coronavirus, à préciser. Donc ça, selon moi, c'est évidemment, c'est le chiffre clé concernant le calendrier économique. Il y aura également l'ISM non manufacturier et sinon, les opérateurs doivent rester focalisés sur les cours du pétrole. Il y aura de la volatilité sur les pétroles aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va en parler dans le détail. On en a l'habitude, mais on va quand même essayer de suivre le fil d'actualité, ce que l'on sait à l'heure d'aujourd'hui. C'est important de noter que l'OPEP a annoncé un meeting, une visioconférence pour mardi 6 avril. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, on l'a appris il y a 10 minutes, 15 minutes. Donc voilà, l'OPEP+, qui met en place
un meeting, visio-meeting, le 6 avril, afin de discuter de ces réductions de production, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'accorder, ça veut simplement dire qu'on reprend les discussions. Le 6, il n'y aura pas d'accord. On reprend simplement les discussions, selon moi. Alors on continue pour le calendrier économique. Donc ce matin, on prend connaissance à 9h55 en Allemagne du PMI des services. À 10h, la zone euro PMI des services pour le mois de mars. À 10h30 au Royaume-Uni, PMI des services pour le mois de mars. Ce sont des données finales, hein. Donc 14h30, rapport NFP pour le mois de mars. Vous savez à quoi vous attendre. Attention. 15h45, PMI des services aux États-Unis pour le mois de mars. Et à 16h, l'ISM non manufacturier pour le mois de mars. Alors donc là encore une fois, ce qui devrait être mis en avant, c'est cette différence, hein, par rapport aux précédentes crises. Je parle bien entendu de l'ISM non manufacturier pour le mois de mars. Cette fois-ci, contrairement aux précédentes crises, ce qui est touché, c'est principalement le secteur des services, beaucoup plus que le secteur manufacturier. Donc l'ISM non manufacturier d'aujourd'hui sera plus important que le rapport de mercredi sur le secteur manufacturier. On s'attend à une baisse massive, hein, du secteur des services. On devrait passer de 57,3 points à 44 points. Hein. Donc 57,3 points, c'était en février. Et mars, on devrait être à 44 points sous les 50. Je vous rappelle, les 50, c'est la zone d'équilibre. En dessous, on est en dessus, on est en expansion. En dessous, on est en contraction. Donc on s'attend à un secteur des services en contraction à hauteur de 44 points. Ça va être plus important que mercredi, car là, c'est l'ISM non manufacturier. Cette fois-ci, c'est le secteur des services qui est touché. Donc voilà, ceci étant dit, on va faire un point sur le marché pétrolier, hein. Je suis vraiment désolé d'insister là-dessus. Je sais qu'on en a fait un récemment, encore une fois, mais c'était nécessaire. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est nécessaire pour comprendre les mouvements sur les marchés, hein, pas seulement sur les matières premières, mais également sur les indices. Alors l'annonce, bon, déjà on fait un tour d'horizon des matières premières en 2020. La première chose que l'on peut constater, c'est que effectivement les matières premières perdent énormément de terrain. Ici devant vous, hein, c'est le secteur donc principalement de l'énergie. On a le pétrole, les produits raffinés, et vous voyez, hein, ici cette notification des analystes XTB France, le pétrole qui progresse à la hausse car on a confirmé le meeting de l'OPEP+, hein, je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, lundi en visioconférence. Donc les pétroles donc qui se replient, les produits raffinés, gaz naturel, charbon, en fait les matières premières, hein, qui tirent leur épingle du jeu. Ici on a encore les matières premières de base. Nous avons donc les métaux dont l'argent et l'or. Donc on voit que les métaux précieux parviennent à tirer quelque peu leur épingle du jeu. Et on a ici tout ce qui est céréales, graines, les softs et le bétail. Donc beaucoup d'agriculture à ce niveau-là, et on s'en sort plutôt bien également. Donc pour cette vue, hein, des matières premières, il faut retenir qu'il y a quelques métaux précieux et céréales qui parviennent encore à évoluer en territoire positif en 2020. Donc le secteur des matières premières est fortement impacté par cette crise du coronavirus. On va s'intéresser maintenant à l'indice composite des matières premières, le CRB, qui perd près de 33%. Donc c'est assez... plus de 33%, c'est 32,80% très exactement, donc c'est assez conséquent. Le secteur des matières premières souffre fortement. Après cette vision globale sur les matières premières, on va s'intéresser à la situation actuelle sur les pétroles. Donc souvenez-vous, Donald Trump, bon, on va commencer par le commencement. Le 1er avril, il faut savoir qu'un lobby pétrolier aux États-Unis, plus particulièrement les deux plus grands lobbies pétroliers aux États-Unis, le de American Fuel and Petrochemical Manufacturers and the American Petroleum Institute, ce sont les deux lobbies en question, a écrit une lettre conjointe à Donald Trump pour s'opposer à tout ce qui est quota de production, des tarifs sur les importations saoudiennes ou interdiction du pétrole étranger tout simplement. Ça a commencé comme ça. Il faut savoir que les sociétés pétrolières aux États-Unis sont contre.
sont contre ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pétrolières américaines souhaiteraient que l'effort de réduction de production soit endossé uniquement par l'Arabie Saoudite, par exemple, ou l'Arabie Saoudite et la Russie, mais ils ne veulent pas, eux, réduire leur production. En clair, ils veulent profiter d'une hausse des cours du pétrole suite à un effort de l'Arabie Saoudite et de la Russie en réduisant eux-mêmes leur production pour soutenir les cours, mais les Américains, les sociétés américaines pétrolières souhaiteraient en profiter sans réduire leur production. Donc ils souhaiteraient que les cours du brut augmentent et souhaiteraient produire comme d'habitude, donc vendre autant à un prix supérieur. Donc ça, c'était la lettre du 1er avril envoyée à Donald Trump. Donald Trump réagit et dit avoir parlé à son ami, ça c'était sur Twitter, MBS, MBS qui a lui-même parlé au président Poutine, président russe, et qu'on pourrait réduire de 10 millions de barils. Et après, Donald Trump surenchérit, et même 15 millions de barils, ce qui pourrait être great pour tout le monde. Pour tout le monde, je ne suis pas si sûr que ce serait bon pour les consommateurs américains qui se réjouissent d'un pétrole en dessous des 2 dollars. Plus de la moitié des États sont en dessous de 2 dollars le gallon, mais visiblement, Donald Trump ne voit pas ça. Bref, voilà ce qui a créé cette énorme mèche sur les pétroles qui ont gagné 15-40% à un moment. Donc Donald Trump s'avance, mais attention, ses propos ont été mitigés par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite souhaite qu'il y ait un effort global. L'Arabie Saoudite ne veut pas endosser à elle seule cette réduction de la production. Il faut que tout le monde y adhère, que ce soit les pays de l'OPEP, les pays de l'OPEP+, même plus largement, et même les autres pays producteurs, sous-entendu les Américains. C'est ce que veulent les Saoudiens, même si Donald Trump a fait abstraction de cela en annonçant une réduction des Russes et des Saoudiens. Faux. Les Saoudiens veulent que tout le monde fasse cet effort. Les Saoudiens l'ont clairement dit. Il y a eu un communiqué de Riyad dans la foulée qui a clairement stipulé, d'ailleurs je l'ai partagé sur Twitter, qui a clairement stipulé que cet effort devrait être un effort global. Dans la foulée, certains pays ont réagi. Le Mexique soutient cette demande, soutient cette initiative. Ryan Seaton, nous avions parlé de Ryan Seaton lors des précédentes vidéos, la dernière très exactement concernant le pétrole. Je vous ai présenté les personnes clés de ce dossier pétrolier. Donc Ryan Seaton qui dit avoir eu également une great conversation avec téléphonique bien entendu avec Novak, le ministre russe de l'énergie, et qui effectivement dit qu'il a discuté de ces 10 millions de barils globalement. Donc il rajoute des détails. Il faut que ce soit global. C'est ce que qu'a dit l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, des pays ont vite adhéré. Mexico se joint, le gouvernement du Mexique se joint à cela. Très rapidement, l'Irak, on peut le voir à gauche, qui fait une déclaration par le biais de l'OPEP. L'Irak qui adhère, je vous l'avais dit également lors de la précédente vidéo, l'Irak souffrait énormément de cette situation. Et un autre grand producteur de pétrole qui réagit immédiatement, bien entendu, le Canada, et c'est la province canadienne de l'Alberta, où il y a donc la 3e plus grande réserve de pétrole au monde. C'est important de le préciser, c'est pour ça qu'il y a une corrélation négative entre le SDCAD et le pétrole. On le dit depuis longtemps, maintenant je pense que les choses sont claires. Et donc concrètement, le Premier ministre Jason Kenney a indiqué à Reuters que le Canada était ouvert à adhérer à tout pacte mondial, à cet effort global de réduction de la production pour soutenir les cours du brut. Donc des pays qui réagissent immédiatement sur Twitter. Nous avons eu également donc une commission qui est prévue aux États-Unis pour les producteurs américains du gaz de schiste qui devrait se réunir le 14 avril, une conférence virtuelle. Donc ils vont essayer de s'entendre à ce niveau-là. Les Américains, le gaz de schiste n'est pas d'accord. Le 14 avril, ils vont se rencontrer, mais avant cela, le 6 avril, il y a les pays membres de l'OPEP+, on vient de l'apprendre, qui vont se réunir également en visioconférence pour reprendre les discussions. Pas pour décider quoi que ce soit, mais pour reprendre les discussions. C'est déjà un bon début. Je vous rappelle qu'il y avait eu le Black Meeting, le meeting qui a mis fin à cette entente, et là c'est une reprise. Donc encore une fois, ça pourrait être historique, et la Railroad Commission of Texas qui souhaiterait donc que les producteurs de gaz de schiste se réunissent le 14
avril. Et à noter dans le même temps, très intéressant, on parle de réduction de la production de pétrole. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, j'en ai brièvement parlé lors des GMM. Il y a une zone neutre entre le Koweït et l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la zone neutre, hein. Il y en a en mer, il y en a sur terre. Mais la zone neutre que nous allons aborder, c'est celle-ci, c'est El Khavji. El Khavji, donc, c'est un des principaux champs de cette zone neutre qui se situe à ce niveau-là, une zone neutre donc entre le Koweït et l'Arabie Saoudite. Et cette zone neutre devrait reprendre donc la production. Effectivement, la production avait été suspendue suite aux différends entre les deux pays, les différends entre le Koweït et l'Arabie Saoudite, et la production a repris. Ça a même été, ça vient d'être annoncé même officiellement par le Koweït, il y a une demi-heure de cela, mais nous le savions déjà et j'allais vous l'annoncer, donc j'avais déjà préparé ce PDF, hein. Donc la production reprend. À noter que ce champ pétrolifère donc est fermé depuis 2014 et appartient à Aramco Gulf Operation et appartient également à la Kuwait Gulf Oil Corporation, et donc c'est une unité de la société publique Kuwait Petroleum Corporation. Et donc nous allons reprendre la production à ce niveau-là. Les deux sociétés qui vont s'en occuper, c'est bien celle-ci, c'est l'Aramco et la Kuwait Gulf Oil. Il y a également Wafra qui est hors service depuis 2015 et exploité par KGOC et Saoudian Arabian Chevron. Donc ça c'est une autre zone neutre, mais Chevron a déclaré en février que le champ est en cours de préparation pour un redémarrage. Donc on parle de réduction de la production, on reprend la production dans des zones où la production avait été stoppée depuis 5 ans, voire 6 ans. Donc El Khavji reprend, a déjà repris, un tanker a été chargé. Et ça a repris, le Suezmax tanker monté Toledo est chargé, d'ores et déjà chargé d'1 million de barils de brut au terminal de Ras El Khavji ce jeudi, une donnée qui a été confirmée par le Koweït il y a également une demi-heure de cela. Donc des données assez contradictoires, il faut garder en tête que Donald Trump s'est un peu trop avancé. Ce fameux call avec MBS m'a étrangement rappelé les appels qu'il avait avant avec Xi Jinping pour avoir un accord commercial, a great deal. Il parlait de great deal, là il a parlé de great agreement, c'est le même vocabulaire. C'est le même principe, c'est simplement pour faire monter les marchés. Donc voilà, avant de passer à la plateforme X5, très intéressant de voir ces données-là en direct, mise à jour. Ici, vous avez l'énergie qui a été utilisée aujourd'hui. Vous avez le pétrole qui a été extrait aujourd'hui en barils. Donc voilà le nombre de barils extraits. Voilà donc le nombre de barils restants, la capacité mondiale, la capacité de la Terre, le pétrole qui reste sur Terre. Voici le temps restant avant la fin du pétrole, avant la fin des réserves pétrolières, donc il nous reste 15 777 jours. Voici les mêmes données par rapport donc au gaz. Donc très intéressant hein, d'avoir également cette vision pour essayer de comprendre pourquoi, voilà le nombre de barils qui restent. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir un prix du baril élevé, car ce sont des milliards, plus que des milliards de dollars, hein. Ce sont des sommes considérables, des États en ont besoin, il n'en reste pas beaucoup, il faut le vendre à un prix avantageux, il ne faut pas le brader, c'est parfois la seule ressource de certains pays. Donc il ne faut pas brader ce pétrole, il n'en reste pas beaucoup, il reste juste quelques jours avant la fin, 15 777, quelques barils à vendre, donc il vaut mieux les vendre à un prix élevé. On peut à présent repasser sur la plateforme X5 et voici le DAX, donc une situation compliquée, la figure semble se confirmer, la ligne de coût m'a l'air complètement valide. Nous avons effectué le pullback, j'ai l'impression que la baisse s'accélère, on est en train de tester la Tenkan, donc peut-être direction l'objectif théorique. En données H1, ça semble se confirmer ici avec une résistance majeure, hein, le nuage H1, on est en train de franchir la Kijun, c'est peut-être la difficulté avant de rallier les 9400 points. Un biais clairement baissier, mais des supports à franchir, mais un biais baissier. Notre biais de début de semaine, notre scénario, nous avions spéculé dès la fin mars sur une épaule tête-épaule en H4, celle-ci est en train de se valider, pullback sur la ligne de coup.
on pourrait aller chercher ici le bas de ce nuage. Mais avant cela, les 9100 points, on voit ici en données achat, en tout cas on est en train de tenter le franchissement de la Kijun pour aller chercher les 9400 points. Et intéressant, bien évidemment, je ne l'ai pas fait avant, mais intéressant ici de s'intéresser à ce N baissier qui pourrait peut-être nous donner les prochains objectifs pour le DAX en données H1. Et on voit ici le support qu'on est en train de travailler, 9456, et c'est ce support qui nous donnera le signal de vente justement, d'où les difficultés actuelles du DAX. Donc voilà, je ne l'avais pas fait avant, je l'ai fait devant vous en choisissant cette bougie à l'intérieur du nuage, en choisissant ce point bas, ici la clôture de cette bougie, 9338, et en choisissant ce point haut, 9588, on est en train d'enfoncer NT, on tente à l'heure actuelle pour aller rallier les 9400. Pour le CAC 40, donc nous poursuivons à la baisse, on pourrait s'amuser à faire exactement la même chose, un N baissier, et cela nous donnerait donc nos objectifs. Très rapidement, pour le Dow Jones, ça a déjà été fait. Vous voyez la résistance en données H1, des perspectives baissières, on pourrait aller vers l'objectif théorique. À noter cette belle mèche inférieure. Nous étions à ce niveau-là lorsque Donald Trump a annoncé la réduction de la production à hauteur de 10 voire 15 millions de barils par jour par la Russie et l'Arabie Saoudite. Nous étions sur la ligne de force N de ce N baissier avant de repartir à la hausse. Donc Donald Trump n'a pas laissé le Dow Jones nous valider ce signal-là. On est reparti à la hausse ici pour aller marquer un point haut, 21 350. Et là, le nuage nous empêche de poursuivre. Vous voyez, il a fait office de résistance, on l'a longé tant bien que mal. Et ici, nous avons un support à franchir avant d'accélérer à la baisse. Et un objectif qui semble clair en tout cas. L'objectif le plus éloigné est sous les 20 000 points. 19 991 très exactement, ce qui correspond également à d'autres précédents niveaux. Donc voilà pour les objectifs sur le Dow Jones en vue de finaliser ce N baissier, un N baissier qui se confirmera, qui nous donnera un signal de vente au moment où nous allons franchir ici NT. J'affiche le rayon pour que les différentes lignes se poursuivent dans le futur. Et voilà, j'ai mon niveau qui est en cours de travail actuellement. Et bien entendu, la situation est similaire pour les autres indices, dont le S&P 500 en cours de finalisation de cette épaule tête-épaule avec une ligne de coup à forte pente. Pareil pour le Nasdaq qui refuse d'intégrer le nuage. Les nuages H1 sur les indices américains font office de résistance et les renvoient à la baisse. Et le franchissement des Kijun en palier nous donnera le signal de vente. Les différents objectifs nous seront fournis par des N baissiers que l'on pourra tracer à partir des sorties de nuages H1. Surtout les indices américains avec un point bas qui a été atteint au moment d'annonce de Donald Trump et un point haut au niveau du nuage. Voilà pour les indices, on va passer rapidement sur le marché des changes pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Bien entendu, je fais un effort pour que cela soit simple, clair et efficace. Le dollar américain poursuit enfin à la hausse. On est en train de s'affranchir de la borne haute du canal haussier. Hier, nous envisagions un test de celle-ci. Le test a bel et bien été effectué, le franchissement. Et pour aujourd'hui, nous sommes actuellement en test de Tenkan sur le biais vert, le dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Cela, bien entendu, entraîne l'euro-dollar à la baisse. L'euro-dollar qui très précisément hier a atteint la ligne de force E très rapidement, les 1,0820. On est en train de s'en affranchir pour aller chercher un nouveau support, peut-être les 1,0740 sur l'euro-dollar qui s'est empressé de vite atteindre notre objectif dès hier. L'USD-CAD toujours soumis à cette corrélation négative avec les pétroles, donc incertitude sur l'USD-CAD, l'USD-CAD qui dépendra de la situation pétrolière, même si la réunion de l'OPEP a certainement dû créer une accélération haussière, ça a été annoncé il y a quelques minutes. On va aller voir la réaction sur le marché. GBP-USD également toujours stable dans son range entre ce palier de Kijun qui représente les 1,23 et cette résistance à 1,2485. On passe sans plus tarder sur le compartiment matières premières. Le gold toujours
Toujours aussi compliqué, mais effectivement, comme on l'attendait, heureusement c'est le cas, la hausse commence à s'amorcer. On se replace au-dessus de la ligne de force D, donc on s'éloigne du point d'équilibre. Les perspectives sont haussières dans cette tranche de prix. On peut le voir en données H4, on le sentait qu'un N haussier se déployait, il continue de se déployer. Il est toujours en cours, on n'a toujours pas atteint les niveaux qui nous permettront d'avoir un signal. Donc ça se prépare toujours sur le gold. Et les pétroles, donc voilà ce qui s'est passé en journalier, intéressant de le voir aussi. Souvenez-vous des lignes de force du précédent N baissier qui date de ce niveau de l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis et le meurtre par les États-Unis du général iranien à Bagdad. Cela a entamé un N baissier avec des lignes de force. Et retour sur la ligne de force N, 27,10 avant de se replier pour se placer au milieu de ce range qui est composé de la ligne de force N, la ligne de force E. Voilà ce que ça donne en données journalières. En données H1, plutôt sur ce graphique. Sur celui-là, il n'y avait que des N mineurs, mais suite à l'annonce, on s'est intéressé au N majeur. Et le voici le N majeur qui prend ce point bas des 19,20, qui prend un point haut intermédiaire à 22,50, un point bas à 21,70 et qui nous donnait l'objectif suite à la hausse très précisément et les ranges à venir. Nous avons tout sur le WTI. Le WTI qui a donc réagi favorablement, on le voit ici, à l'annonce du meeting des pays membres de l'OPEP+, le lundi 6 avril. Mais attention à cette résistance des 25 $ qui est en train de tempérer cette hausse du brut. Donc visiblement sur le WTI, le range se situe à ce niveau. On va attendre un peu plus de fluctuations peut-être pour affiner, pour avoir un peu plus de ligne de force sur le WTI. Et le Brent, quant à lui, a réagi également favorablement à l'annonce du meeting des paiements de l'OPEP+, sans parvenir à venir tester sa Kijun, soit les 31 $. On est déjà en train de retracer la hausse, donc suite à cet effet d'annonce. Et à noter le café, toujours dans l'incertitude, qui se maintient sur sa Kijun en support. Donc rien à signaler, neutralité complète sur le café dans l'attente d'un signal d'une sortie de nuage par le haut. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Nous avons encore une fois mis l'accent sur le pétrole. Je suis désolé d'insister, mais je pense que vous comprenez l'importance donc de ce marché, surtout actuellement, et donc l'importance de comprendre les différentes news, le flux d'actualité et les différents pays concernés. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.